Europe Soir. Et c'est maintenant le face-à-face sur Europe 1, le débat d'Europe Soir. Le débat entre Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors je chante mal, mais vous allez sans doute reconnaître le slogan « Andros, Andros », ça c'est fort de fruits. Vous connaissez sûrement, François Hollande visitait aujourd'hui les usines Andros dans le Lot. Et il a déclaré « Je laisse la France en bien meilleur état que je l'ai trouvé en 2012 ». Nicolas Bétou, est-ce que vous trouvez ça fort de fruits? Fort de fruits, fort de café, ou séquence humour. Probablement avait-il revêtu sa Charlotte qui lui donnait envie d'être un peu plaisantin avec les chiffres. La réalité, elle est exactement différente de ce que dit François Hollande, quels que soient les critères que l'on prend. Dans l'absolu, c'est faux. Par rapport à ses promesses, c'est faux. Et j'allais dire plus grave encore, par rapport à ce qui s'est passé chez nos voisins, c'est faux, même complètement faux. On peut regarder ça rapidement. Dans l'absolu, c'est faux. Par rapport à 2012, le chômage a progressé de 550 000 personnes à peu près. Les dépenses publiques qu'il avait promis de maintenir égale, pas 1 euro de dépenses de plus 138 milliards d'euros. Quant à la dette publique, il avait dit elle sera stabilisée. On est passé de 83 à 96% de la production de richesse annuelle. Par rapport à ces engagements, encore une fois, le déficit public, il avait dit on sera à 3% en 2012 et à 0% en 2017. On est à 3,4%. Donc vous voyez qu'il y a un écart gigantesque par rapport, encore une fois, à ce qu'était l'engagement du candidat. Le plus grave, encore une fois, comme je le disais, c'est que par rapport à ce qu'ont fait nos voisins, et qui sont tout de même à la fois nos partenaires, mais aussi nos concurrents, là, la France a décroché, elle a perdu du terrain. Si vous voulez, que la France ait fait de mauvaises performances dans un moment où la crise est mondiale, c'est pas très étonnant. Dans un moment où la reprise a été à peu près partout assez forte, c'est quand même un vrai problème. L'Allemagne, les Pays-Bas, par exemple, pour ne pas prendre seulement l'Allemagne comme référence, parce que je ne veux pas donner prise à la caricature, l'Allemagne a fait une mauvaise performance en 2012-2013, les Pays-Bas aussi, mauvaise, mais depuis, ils ont rebondi beaucoup plus fort que la France. La France a été successivement 0, 0,3, 0,4, donc vraiment quasiment pas de croissance, 1,1 et 1,1% de croissance, là où l'Allemagne est aujourd'hui à 1,9%, les Pays-Bas à 1,7%. Et tous les chiffres sont les mêmes. Le commerce extérieur n'a pas bougé d'un poil, on est toujours déficitaire de plus de 50 milliards d'euros. L'Allemagne est excédentaire et elle est passée de 150 milliards d'euros d'excédent à 280 milliards d'euros d'excédent. Les Pays-Bas, c'est la même chose. Si vous voulez, on a partout des indicateurs qui s'améliorent chez nos voisins, et pas chez nous. Le plus grave, et j'en finis par là, le chômage. Le chômage en Allemagne était de toucher 7% de la population active en 2012. Il touche aujourd'hui 5% selon leurs critères. Selon Eurostat, c'est 3,9% pour comparer à 10% en France. C'est donc moins de la moitié du chômage français. Et si on regarde les moins de 25 ans, au fond, ce qui est l'indicateur le plus dramatique et là où l'écart est le plus fort, 23,6% des jeunes sont au chômage en France, 6,6% en Allemagne, 4 fois moins. Alors, du coup, je formule une hypothèse, Natacha Polony, peut-être qu'il ne parlait pas d'économie. Peut-être que quand il disait la France va mieux en 2017 qu'en 2012, il parlait de tout le reste, de l'état du pays, du moral des Français. Sait-on jamais? Peut-être. Le problème, c'est que là non plus, moi je pense qu'il y a, on ne peut pas dire que la France va mieux. C'est-à-dire là aussi, il faut se reporter. Souvenez-vous, quelle était la promesse de François Hollande en 2012? La France a pesé. Et oui, avant que ça ne devienne un slogan de Marine Le Pen, c'était le slogan de François Hollande pour la campagne présidentielle. Il voulait sortir de l'hystérisation du débat tel qu'on l'avait connu sous Nicolas Sarkozy. Je suis désolée, mais c'est un échec cuisant. C'est-à-dire qu'on a vu au long de ce quinquennat, une fracturation de la communauté nationale sur des sujets divers et variés, sur évidemment le mariage pour tous, où là ça a atteint une violence idéologique qui a réveillé des clivages profonds, et qu'on voit aujourd'hui dans cette campagne, avec des positions extrêmement radicales de tous les côtés et des gens qui se regardent comme des ennemis. C'est ça qui est fou, comme des adversaires idéologiques farouches. On est revenu à des guerres de religion. Et puis, ensuite, on a eu évidemment la loi travail également, où là aussi, vous avez des clivages qui sont extrêmement profonds. Ça signifie que non seulement
la France n'est pas apaisée, mais qu'en fait, elle est en train petit à petit de se disperser. C'est-à-dire cette communauté nationale est en train de se dissoudre parce qu'il n'y a plus d'horizon commun. Or, c'était cela la promesse de François Hollande, c'était de proposer un projet. Ça n'est pas arrivé. Pourquoi ? Eh bien, sans doute parce que on a utilisé une fois de plus, mais d'ailleurs c'est vrai aussi en économie et c'est vrai dans tous les sujets, cet argument facile, l'utilisation du Front National pour capter tous les défauts, tout le mal qui peut rendre difficile la politique. C'est-à-dire, en gros, dès qu'il y a un problème, ah oui, mais attention, il y a le Front National. Ah oui, mais attention, vous faites le jeu du Front National. Ah mais attention, il ne faut pas aborder ce sujet-là parce que ça risquerait de faire monter le Front National. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit mis sous le boisseau tous les sujets au lieu de les affronter et au lieu de faire en sorte que le débat soit purgé et qu'on puisse ensuite récupérer quelque chose qui ressemble à une nation. Je pense que c'est vrai aussi sur les questions d'économie où c'est très utile de faire peur avec le Front National pour éviter de discuter du fond et des raisons pour lesquelles la France est dans cet état-là. Voilà, et ben donc ni Natacha Polony ni Nicolas Bétou ne trouvent que la France va mieux en 2017. Ni François Hollande, je vous rassure, il ne devait sûrement pas penser ce qu'il disait. Alors c'était peut-être l'ivresse des confitures. Allez savoir. Merci beaucoup Nicolas Bétou de l'Opinion et Natacha Polony. On en vient à l'édito étranger de François Clémenceau du Journal du Dimanche. Bonsoir François. Bonsoir Nicolas. Et vous nous parlez du Venezuela qui est un pays au bord du gouffre. La situation politique est en train de dégénérer à Caracas. En ce moment même d'ailleurs il y a de nouveau des manifestations très agitées. 7e manifestation massive aujourd'hui des opposants du président Nicolás Maduro. Et chacune de ces démonstrations de force a été l'occasion de l'usage de la violence qui pose le problème de la fuite en avant. Oui, la fuite en avant, c'est à la fois le problème du chef de l'État, successeur d'Hugo Chavez en 2013, mais aussi de l'opposition. Du côté de Maduro, il a perdu les législatives 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2015, et depuis, il se refuse toujours à cohabiter avec l'opposition ou à organiser une présidentielle anticipée, y compris par le biais d'un référendum révocatoire. Il s'accroche donc en s'appuyant sur l'armée, qui jusqu'à présent lui est loyale, sur les forces de police qui répriment, parfois avec zèle, les manifestations, sur la Cour suprême qui a malgré tout été obligée de reculer lorsqu'elle a tenté le mois dernier de s'octroyer les compétences du Parlement et de confier au président des pouvoirs d'exception. Bref, avec 8 morts et plus de 500 arrestations depuis le début du mois, on n'est peut-être pas encore au paroxysme de cette crise majeure, mais la situation, oui, n'a jamais été aussi grave, d'autant plus, je vous le disais, que l'opposition a pris, elle aussi, le risque de s'engager dans une fuite en avant. Le fait qu'un policier a été tué hier dans la banlieue de Caracas, sans qu'on sache s'il s'agit encore d'une manipulation ou pas, pourrait donner au pouvoir le prétexte de réprimer davantage cette opposition au sein de laquelle l'envie d'en découdre n'a jamais été aussi forte. Alors, si on arrive comme ça au point de rupture, François, c'est sans doute parce que la situation économique est absolument tragique. C'est vrai, la contestation politique s'est greffée sur de très profondes revendications sociales dans un pays qui a plongé depuis 2 ans dans le chaos. En 3 ans, la croissance est passée de 1% à moins 17%. Quant à l'inflation, elle a passé le cap des 800% en décembre et pourrait atteindre, selon le FMI, les 4500% d'inflation en 2021 si rien n'est fait d'ici là pour juguler la crise, assainir les finances publiques et diversifier cette économie de rente du pétrole. Autant dire que plus aucun investisseur ne se risque à s'engager sur ce marché et beaucoup se demandent aujourd'hui comment un pays peut encore soutenir un tel choc sans tomber dans la guerre civile. Et diplomatiquement, c'est un pays qui est plus isolé que jamais. C'est vrai. Pendant très longtemps, vous le savez, les pays sud-américains ont été relativement solidaires du Venezuela, pas seulement parce qu'ils en étaient dépendants sur le plan économique et commercial, mais aussi parce que Caracas soutenait la plupart des gouvernements de gauche sur le continent, y compris ceux de la gauche social-démocrate. Mais avec l'autoritarisme de Chavez puis de Maduro, qui s'est transformé en dictature pure et simple, et avec cette économie en chute libre, tous les partenaires de la zone Amérique latine, mais aussi en Amérique, en Europe, ont déserté. Même Cuba, c'est dire. Un chef d'État courageux pourrait négocier maintenant une sorte de sortie pour lui-même, pour laisser son peuple se remettre à espérer, mais pour le moment, ça n'est pas le cas
de Nicolas Maduro. Nicolas Beto. Oui, c'est un pays qui a été laissé dans un état économique épouvantable. La richesse incroyable de ce pays, une des premières puissances pétrolières au monde, a été totalement dilapidée par Hugo Chavez, qui a distribué cette richesse sans coup férir et sans compter, et qui a laissé le pays s'enfoncer dès lors que le prix du pétrole baissait, ce qui a donné après le terrain libre pour l'amorce d'une dictature comme le fait aujourd'hui Maduro. Il a fait beaucoup pour l'éducation aussi. Il n'y a pas que des choses noires, même si elles sont avérées. Et aujourd'hui, cette éducation, elle se fait dans la rue à coup de manifestations et de tirs et de morts. Et alors, une dernière information sur le Venezuela. 2 journalistes français de l'agence CAPA étaient emprisonnés là-bas depuis le 11 avril dernier. Ils étaient accusés de défaut de visa et accusés à tort de détention de cocaïne. Eh bien, c'est une information européenne. J'apprends à l'instant qu'ils sont expulsés et qu'ils sont, à l'heure où on parle, dans l'avion du retour. Tant mieux pour eux. Dans un instant, les médias, le ZAP et Nicolas Canteloup.